Je me tourne à présent vers les militaires belges qui sont dans la salle parce qu'ils sont nombreux ce soir à être là et je les en remercie. Ces militaires qui se sont retrouvés au Rwanda en 1994 au sein de la MINUAR, la force que l'ONU avait mis en place petitement, économiquement, on va dire, pour veiller à ce que les accords d'Arusha puissent prendre place. Mais le 6 avril 1994, tout bascule, même si déjà, depuis 1990, on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. La radio-télévision libre d'Émile Colline dit « Frères Hutus, préparez-vous à aller au travail ». On sait aujourd'hui ce que signifie le mot « travail ». Et ce qui nous terrifie dans la tragédie du Rwanda, c'est le fait que ce génocide a été commis par des voisins, par des professeurs, par des prêtres, par des médecins, par des cadres, par des paysans, par toute une population, ce qu'on appelle un génocide de proximité. Je le disais tout à l'heure, les premières victimes sont des Hutus modérés, la première ministre, protégée par 10 casques bleus belges, qui seront assassinés, eux aussi, le 7 avril, avec la première ministre, qui pouvait arrêter le processus génocidaire. Suite à l'assassinat de ces 10 casques bleus, moi je me souviens, j'étais encore jeune, mais je me souviens très bien de Willy Klaas qui courait partout entre New York et la Belgique pour dire il faut retirer les troupes belges du Rwanda. Et c'est malheureusement ce que nous avons fait. Et en retirant les troupes belges du Rwanda, nous avons laissé les mains libres aux génocidaires. Ne restait sur le sol rwandais qu'une toute petite force des casques bleus, 270 hommes, impuissants face à la violence qui était en train de déferler sur le Rwanda. Et puis, en juin 1994, alors que le génocide est à son paroxysme, que le FPR, qui est entré sur le territoire du Rwanda, tente de sauver et de conquérir les territoires pour sauver les Tutsis qu'on peut encore sauver, la France, avec un mandat de l'ONU, va déclencher l'opération turquoise. Guillaume Ancel était lieutenant-colonel de l'armée de terre française et il est appelé à participer à l'opération turquoise. Et à présent, Guillaume, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Je suis d'abord extrêmement honoré d'être avec vous ce soir. J'ai un attachement particulier pour Bruxelles, où j'ai la chance d'habiter pendant 1 an. Je suis surtout très honoré d'être avec un public qui s'intéresse au sujet, parce que témoigner ne présente aucun intérêt si nous ne sommes pas entendus. Je vais venir à mon témoignage. En 1994, je suis un fringant capitaine de l'armée française. J'ai quelques années de moins, beaucoup de cheveux en plus. J'ai déjà passé 10 ans dans l'armée et je dirais, finalement, j'ai fait un parcours tout à fait normal. Je viens de la grande bourgeoisie lyonnaise, je suis rentré à Saint-Cyr à 19 ans, je suis parti dans la force d'action rapide. Je reviens d'une mission un peu compliquée au Cambodge et j'ai acquis une spécialité particulière dont je parle ici parce qu'elle a un sens dans l'opération turquoise. Je suis un spécialiste à l'époque du guidage des frappes aériennes, c'est-à-dire que pour que des avions puissent bombarder sans trop se tromper, c'est mieux qu'il y ait une petite équipe au sol très proche de la cible, en général pas tout à fait dans le territoire qu'on contrôle, et qui guide littéralement les pilotes. À l'époque, on est peu nombreux à être entraînés, on est une quinzaine en France. Et c'est à ce titre que je suis appelé pour l'opération turquoise, parce que je suis dans un régiment d'artillerie d'Afrique qui est dédié à la Légion étrangère. Et en 94,
le 22 juin, je suis missionné pour partir pour l'opération Turquoise. Je suis désolé, mais à ce moment-là, je ne suis absolument pas au fait du Rwanda, parce qu'en réalité, je me prépare à partir en Yougoslavie. Je sais simplement, par des équipes qui sont dans mon régiment, que nous intervenons depuis déjà 4 ans, et que sous couvert de formation, en réalité, des équipes d'artillerie ont stoppé à plusieurs reprises, par des actions directes, les offensives du FPR, dans les années 92-93. En réalité, vous savez, dans l'armée, tout est très organisé parce qu'on gère un chaos total. Donc on part en une demi-heure, alors que normalement on a 48 heures pour partir dans ce genre d'opération, dans une précipitation qui est assez difficile à décrire. Mais ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est que je rejoins un régiment de Légion étrangère qui est à Nîmes, et on me remet un ordre d'opération préparatoire. Cet ordre, c'est de mener un raid terrestre sur Kigali. Un raid terrestre, ça consiste à aller le plus vite possible pour récupérer les clés du pouvoir. Et je me doute bien que ce n'est pas pour monter une radio libre qu'on fait ça, mais pour remettre en place le pouvoir que finalement on soutient depuis 4 ans. Et nous partons très vite, parce que normalement, j'ai rejoint une compagnie de combat de la Légion étrangère, donc à peu près c'est 150 légionnaires parfaitement entraînés et aguerris. On doit débarquer dans un seul avion de transport à Goma, à la frontière du Zaïre, et partir tout de suite. Et moi, je dois guider les avions qui vont ouvrir la route pour qu'on puisse mener ce raid jusqu'à Kigali. Mais les pilotes ukrainiens que nous avons loués à une société internationale de trafic d'armes, de services militaires, se mettent en grève et on laisse les légionnaires russophones pour essayer de négocier avec eux ce qui ressemblerait aujourd'hui à ce qu'on fait avec la SNCF. Et pendant ce temps, on se tire les cheveux, et ils sont assez courts, pour se demander comment on va faire pour rejoindre le Rwanda très vite. Finalement, nous partons par le Gabon, nos munitions partent en Tchad, les véhicules en Centrafrique. C'est j'allais dire un mot grossier terrible, et on arrive à Goma dans des conditions qui sont désastreuses, puisqu'en fait on voulait profiter de la surprise et on ne l'a absolument plus, on a perdu l'essentiel de notre équipement. On met 2 ou 3 jours pour tout récupérer, mais là il y a un incident qui me surprend beaucoup, c'est qu'il y a un officier qui arrive sur la base de Goma. Alors la base de Goma c'est rien, c'est une piste, et puis on dort sur le terre-plein qui est à côté. Mais il y a un officier opération qui arrive dans ces circonstances. Nous, on n'a aucun équipement, donc on est vraiment par terre, sur le long de la piste, en attendant de récupérer toutes nos fourbis militaires. Et il vient récupérer, avec une précaution inhabituelle, cet ordre d'opération. Normalement, en opération, quand on nous demande de supprimer un ordre, on le brûle, et puis on passe au suivant. Et ça me frappe parce que à l'époque, on n'a pas de smartphone où les téléphones sont censés être intelligents, mais il vérifie chaque page de cet ordre, comme si cet ordre ne devait pas avoir existé. Et il repart avec. Accessoirement, il n'y a pas Internet, on écoute la radio, donc sur Radio France Internationale, on entend que l'opération Turquoise a été déclenchée, on s'en doute puisqu'on y est. Mais il y a un mot assez bizarre, je crois que les journalistes disent une opération humanitaire. C'est ni la première ni la dernière fois qu'on utilise ce genre de prétexte pour partir en opération, mais manifestement ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de préparer. Je rappelle que je suis avec les unités de combat les plus expérimentées de l'armée française et on a juste des avions de chasse bombardiers derrière nous. On va mener pour nous une opération très classique de la France-Afrique. On va remettre en place un gouvernement qu'on soutient depuis des années. Et on ne se pose pas plus de questions, d'autant que c'est la première fois et la seule fois en opération, je suis parti 5 fois en opération, c'est la seule fois où nous n'avons aucun briefing de contexte. Surtout, ne pas nous expliquer ce qui se passe sur place. Je mettrai des années à comprendre pourquoi, je suis désolé, je suis très lent. Et donc on est dans cette situation un peu incongrue. Sur Goma, on était censé mener une opération très rapide, on ne la mène pas. On sent un flottement terrible du côté français, sans pouvoir le mesurer, parce qu'on n'a rien d'autre que la radio.
et on attend. Une opération est faite d'attente. Hein. Les moments d'action sont très courts et en général jamais au moment où on les attend. Donc nous attendons. Arrive le 26, le 27. Retenez cette date, le 27 juin. J'en parlerai tout à l'heure. C'est le début du drame de Bicêtre. Le 27 juin, on nous demande, on a enfin récupéré à peu près toute la compagnie, donc les 150 légionnaires, on nous demande d'aller nous rendre à Bukavu, c'est-à-dire le sud de la frontière entre le Zaïre et le Rwanda, sur l'entrée qui est donc de l'autre côté du lac Kivu. Et on part tranquillement, on n'est manifestement pas pressé, on va rejoindre le sud du lac Kivu, et sur l'aérodrome de Bukavu, qui est encore plus petit que celui de Goma, donc là il n'y a vraiment qu'une piste, il y a quand même le PC, le poste de commandement, pardon, des forces spéciales qui s'est installé là, et nous sommes de l'autre côté de la piste, on se regarde. Les légionnaires n'aiment pas beaucoup les forces spéciales parce qu'ils trouvent qu'ils sont désorganisés et mal commandés. Ils ne le diront jamais, mais ils le pensent très fort. Et nous attendons. Le 27, le 28, le 29, le 30 juin. Le 30 juin, nous recevons enfin une mission. Nous devons stopper les soldats du FPR par des frappes. Donc dans le jargon militaire, c'est un coup d'arrêt. En français, on aurait dit une embuscade. Et on va être projeté dans la nuit de l'autre côté du massif forestier de Nyungwe, qui fait à peu près 40 km, pour aller stopper le FPR. Quand je dis stopper le FPR, c'est pas la douane, hein, c'est vraiment une action de guerre. Enfin, je veux dire, on part pour aller se battre contre le FPR. Les légionnaires ont un avantage, c'est que quand on leur donne une mission, ils l'exécutent quoi qu'il arrive. Moi, je ne suis pas légionnaire, je suis un peu plus inquiet parce qu'on est 150. On nous annonce que la colonne du FPR qui est en face de nous est plutôt de 1500 hommes. Et on sait qu'elle est très bien commandée, qu'elle est rapide et que ce sont des soldats aguerris. Pour les légionnaires, on va se battre contre des vrais soldats, ça leur plaît bien. Donc dans la nuit, ils sont partis traverser la forêt Nyungwe, qu'on ne peut traverser que par une seule route. Et nous, au petit matin, on doit les rejoindre en hélicoptère pour aller se positionner sur nos postes de guidage. En fait, c'est des emplacements qu'on choisit parce qu'on a des vues assez dégagées. Et les avions de chasse sont déjà en vol, ils viennent de Kisangani du Zaïre, sont déjà Gloire. Ils attendent mon ordre pour commencer les frappes aériennes contre le FPR. C'est difficile de décrire la situation dans laquelle on se trouve à ce moment-là, parce qu'il y a une forme de tension presque dramatique. On sait que nous ne reviendrons pas tous de cette action. Et en même temps, on a très envie d'y aller parce que c'est notre métier et qu'on est venu pour ça. Donc je revois là ce décollage dans l'hélicoptère. Je suis entouré par des légionnaires. Ils ne disent pas un mot. D'un seul coup, on le sent monter, c'est très agréable en hélicoptère, j'ai l'impression que son cœur va rester accroché, pas à l'endroit où on a son corps. Et juste au moment où on décolle, il y a un officier des forces spéciales qui arrive, en bout de piste, qui met les bras en croix, qui nous dit « Stop, arrêtez tout !» Enfin, il nous le montre surtout parce qu'on n'entend plus rien. Et les hélicoptères tombent à terre, c'est très désagréable. Et nous, on sort presque furieux pour aller l'attraper, pour lui dire « Mais c'est quoi cette histoire? Quand on est parti faire la guerre, on ne nous arrête pas. Les avions sont en vol. Hein. » Et l'officier gêné, on est le 1er juillet, il est 6h du matin, nous dit « La mission est annulée. On a trouvé un accord avec le FPR. Maintenant, nous allons protéger une zone humanitaire. » Les légionnaires sont interloqués. Le mot ne convient pas à 6h du matin sur cette piste, mais ça ressemble à quelque chose de ce genre. Alors, ils me regardent avec leur humour très particulier, ils me disent « Bon, toi, Guillaume, tu étais responsable des frappes aériennes, désormais tu t'occuperas des frappes humanitaires. » Ça vous donne une idée de l'état d'esprit dans lequel nous sommes venus pour cette opération turquoise. Et à partir de ce moment-là, il est vrai, on est le 1er juillet, nous recevons un ordre complètement différent. C'est celui d'aller protéger les camps de réfugiés et de mener, c'est ce que j'ai fait, des missions d'extraction de rescapés. Le grand camp de réfugiés qui est là, c'est celui de Nyarushishi, dans lequel il y a pratiquement 10 000 rescapés. Et à partir du moment où la Légion étrangère décide de protéger un camp, il n'y a plus personne qui en approche. Enfin, il y a 4 miliciens qui ont essayé, mais je pense que... Voilà. Et
avec des petites équipes de légionnaires, nous menons pendant un mois des missions d'extraction, c'est-à-dire qu'on va chercher sur l'information de rescapés ou de chancellerie internationale des réfugiés qui sont en danger dans la zone humanitaire sûre. C'est qu'en fait, cette zone humanitaire sûre, elle n'est sûre que pour les forces gouvernementales, les miliciens et les gendarmes. Et en menant ces missions d'extraction, nous entendons les récits des Hutus qui sont là, des soldats, des gendarmes et des miliciens. Parce qu'ils veulent nous raconter ce qu'eux ont fait, parce qu'on est à côté d'eux. On n'est pas contre eux, hein, on est à côté d'eux. Et c'est terrifiant parce que nous, on ne veut pas l'entendre. Mais eux, ils nous disent comment ils ont massacré les Tutsis. Ils nous disent comment les Tutsis ne couraient pas assez vite. Ils nous disent comment ils les ont effacés. Et nous continuons à protéger cette zone humanitaire sûre qui va permettre de protéger la fuite de toutes les forces gouvernementales et de tous les décideurs du génocide. Mais nous ne sommes pas encore conscients qu'il y a eu un génocide. On entend juste cette histoire des gens à côté de qui nous sommes et qui est terrifiante. En fait, ça n'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que nous ne sommes pas vraiment du bon côté. À aucun moment, mes compagnons d'armes ou une unité française n'a participé au génocide. Mais nous sommes à côté d'eux et nous sommes en train de protéger leur fuite. Et ce gouvernement qui a commis le génocide commet aussi l'exode de sa population. Et nous les regardons, passifs, faire partir sans doute 1 million de personnes, il y a une épidémie de choléra et il y a 100 000 morts supplémentaires. Et le commandant de mon détachement reçoit l'ordre d'escorter les membres du gouvernement rwandais jusqu'à la frontière pour leur demander d'aller s'installer dans les camps de réfugiés qui sont au Zaïre. Et le soir, quand il rentre, c'est un officier de Légion. Un officier de Légion, on parle peu. Mais le soir, il en a tellement gros sur le cœur qu'il me dit « Est-ce que vous vous rendez compte qu'on m'a demandé d'escorter des gens qui ont du sang jusqu'au cou et que je suis là en train de leur demander poliment s'ils veulent bien franchir la frontière et aller s'installer de l'autre côté ?» Alors lui, il rentre de Somalie. Au passage, il a fait un peu de protection des Afars et des Issa, donc il sait la duplicité de la diplomatie et de la politique française, donc il ne s'étonne de rien. Et c'est assez, désagréable. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que, comment le raconter ? Vous savez, c'est comme un corps malade. D'une main, on fait une chose qu'ignore l'autre. Moi, j'ai le sentiment d'être une main de cette opération. On mène des missions d'extraction, souvent très difficiles, pour aller récupérer 2, 3 personnes. Et on est fiers comme des bancs, parce qu'on a sauvé 3 vies au milieu d'1 million de morts. On est fiers. Et de l'autre, on aide les génocidaires à aller s'installer dans les camps de réfugiés au Zaïre. Et en revenant d'une mission d'extraction, sur la base de Siongougou, on est très déçus parce qu'on n'a pas trouvé les rescapés qu'on espérait trouver. L'adjoint du commandant du détachement me demande de détourner l'attention des journalistes qui sont sur la base parce que, je le cite, un convoi d'armes va partir vers le Zaïre. Et je n'ai rien le temps de faire. Je suis désolé, j'aurais adoré lui dire non, mais en fait, je suis propulsé devant une trentaine de journalistes et je me vois en train de leur raconter mes histoires d'extraction pendant que derrière eux, j'aperçois une colonne d'une dizaine de véhicules de transport avec des containers maritimes qui partent. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et le soir, au débriefing, c'est sanglant. Alors, les débriefings dans la Légion étrangère, c'est très dur. Hein. On a souvent cette image de la Légion étrangère, on n'a qu'un droit, c'est l'obéissance. Mais en fait, avant de prendre ce droit, on doit tout entendre. Donc, les briefings avant les opérations sont d'une extrême crudité.
Donc le soir, au briefing, j'interpelle les commandants du détachement pour leur dire c'est quoi cette histoire-là, le convoi d'armes qui part vers le Zaïre, on est en train de faire quoi? Et le commandant du détachement qui m'a dit que tellement il avait honte d'escorter des génocidaires parce qu'il avait du sang jusqu'au cou. Cet homme-là me dit, et je le sens déchiré sur le sujet, nous livrons des armes aux forces gouvernementales pour qu'elles ne soient pas une menace contre nous. Alors, je ne suis pas prix Nobel de science, mais là j'avoue que je n'ai pas compris le raisonnement, donc je leur ai dit que pour moi tout ça n'avait aucun sens. On ne réduit pas une menace en réarmant un groupe. Et puis surtout, à ce moment-là de l'opération, on a tous entendu leur récit. On a tous entendu que les forces qui massacrent la population Tutsi, ce sont eux. Je signale au passage qu'il n'y a aucune différence entre militaires, gendarmes et miliciens. Ce sont les mêmes qui ont enlevé une casquette. Les armes sont les mêmes. Les équipements sont les mêmes. Ils sont juste un peu plus chaotiques à certains moments et un peu moins à d'autres. Et donc, on a une discussion, c'est pas une discussion, on a une engueulade terrible autour d'eux, mais on marche sur la tête, quoi. D'un côté, on essaye de protéger quelques rescapés, de l'autre, on va réarmer les gens qui les ont massacrés, mais on est en train de faire quoi? Je sens que Hogarth est extrêmement gêné par ce sujet, parce que je suis sûr qu'il a eu quasiment le même débat au niveau du commandement de la force. Et il stoppe l'affaire. Il me dit, de toute façon c'est comme ça, et d'ailleurs on va même leur payer leur solde, pour éviter que ça devienne une bande de mercenaires. Je ne sais pas si on pouvait tomber plus bas, mais en tout cas on l'a fait. Ce dont je suis intimement persuadé aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas des armes qu'on avait confisquées, mais bien une livraison d'armes à laquelle nous avons assisté, puisque le nombre de containers était à peu près 5 fois supérieur à ce qu'on avait confisqué à ce moment-là. Et surtout, vous imaginez bien que ce n'est pas l'armée française qui a le droit d'aller acheter des armes sur le marché international, de les faire transiter jusqu'à Goma et de les livrer à une faction dans un conflit. Donc tout ça n'a pu être décidé qu'au plus haut niveau de l'État français. Je dirais même, n'a pu être décidé qu'à un seul endroit, à l'Élysée. Nous sommes proprement consternés, mais en réalité, je ne fais rien de plus. Voilà. Parce que finalement, c'est ça le métier militaire. Je suis désespéré de ce qu'on me demande de faire, mais je l'ai fait. J'ai appris des années plus tard, en fait, il y a seulement 2 ans, que des compagnons d'armes beaucoup plus courageux que moi avaient dit non. Et ils ont écrit au ministre de la Défense pour lui dire qu'ils exerceraient leur droit de retrait. Alors c'est génial parce qu'il n'y a pas de droit de retrait dans l'armée, mais bon. Qu'ils exerceraient leur droit de retrait si on leur demandait d'appliquer cette directive, parce qu'ils estimaient que c'était trop. Et le ministre de la Défense de l'époque l'a immédiatement envoyé à l'Élysée pour s'en défaire. Et à l'Élysée, il y a quelqu'un qui a marqué sur ce rapport d'officier « Non, appliquer la directive ». Et c'est signé HV. L'opération se termine quasiment. J'aimerais vous raconter plein de choses qui se sont passées dans l'opération, mais voilà, j'ai essayé de le faire avec des mots par écrit. En repartant de cette opération, je n'arrivais pas à comprendre. Mon métier, ça a toujours été d'observer et de comprendre rapidement ce qui se passe, parce que qu'on mène des frappes aériennes ou qu'on dirige la gouvernance d'une entreprise comme je fais aujourd'hui, finalement c'est la même chose, quoi. Il faut comprendre ce qui se passe en réalité et pas ce qu'on nous dit, mais ce qui se passe. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je ne comprends pas ce décalage entre cette opération humanitaire et ce que nous avons fait. Pourquoi on s'est retrouvé du côté des génocidaires? Comment on a pu intervenir dans ce génocide sans jamais s'en prendre aux génocidaires? Et ce qu'on a fait, comment on peut le qualifier? Le fait d'essayer de remettre au pouvoir, de protéger la fuite et de réarmer des génocidaires. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de droit, mais pour moi, ça s'appelle de la complicité. Alors, je suis horriblement mal à l'aise avec ce sujet.
Il se trouve que Patrick de Saint-Exupéry a une copie d'un rapport de la DGSE, qui est authentique. Je connais même la personne qui l'a signé, donc je ne doute pas de l'authenticité du document. Cette note, ce mémo de la DGSE, date du 4 mai 1994. C'est important la date parce que c'est à peine un mois après le début du génocide, et c'est un mois et demi avant l'envoi de l'opération Turquoise. Et cette note, en général les notes de la DGSE, c'est quelque chose d'assez, comment dire, qui laisse ouvert de multiples options. On pourrait faire ça, mais à condition que, mais prenez quand même la précaution d'eux, parce que si ça se retournait contre nous. Alors là, la note, elle est très courte. Elle dit « Le gouvernement que nous soutenons au Rwanda est l'organisateur des massacres de grande ampleur. Si nous ne les condamnons pas publiquement, un jour, nous serons accusés de complicité de génocide. » Nous sommes début mai 1994. Ça veut dire que les dirigeants français de l'époque, ils ont tous eu l'obligation de lire cette note. Ils ont tous eu l'information que le gouvernement que nous soutenions était l'organisateur du génocide. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de continuer à les soutenir ? Je ne doute pas un instant que ces hommes n'ont jamais souhaité participer à un génocide. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de prendre le parti totalement inverse ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont osé nous envoyer là-bas sans nous dire ce qui se passait, parce que nous n'avons jamais été briefés sur ce sujet. Au contraire, on nous a entretenus dans l'illusion qu'en fait, on ne connaissait pas la situation. Et je crois qu'en fait, et je vais m'arrêter là, c'est ça les 3 raisons de mon témoignage. La première, elle est très simple. C'est un problème de démocratie. Comment voulez-vous exercer un contrôle sur les opérations dites de sécurité, et Dieu sait si elles sont en train d'exploser à cause des menaces multiples dont on ne cesse de nous rabattre les oreilles, si on est incapable de savoir ce qui se passe en réalité? Attention, je ne fais pas de confusion entre le secret professionnel. Quand il se passe quelque chose, on ne raconte pas les choses. Mais je parle de la suite. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès, en France, à ce qui s'est passé il y a 25 ans dans une opération humanitaire? Comment est-ce qu'on peut exercer un contrôle démocratique sur une opération qui a été menée au nom de la France? C'est le premier sujet, la première question. La deuxième, je dirais que c'est un sujet de dignité. J'étais très fier d'être officier dans l'armée française. J'ai beaucoup aimé ce métier. Je l'ai trouvé extrêmement difficile. Mais ce qu'on nous a demandé de faire au Rwanda est indigne. Et l'avoir caché pendant 25 ans fait de nous qu'après avoir été complices des génocidaires, nous sommes complices d'un mensonge. C'est pas possible. Enfin, moi, je suis rentré dans l'armée quand il y avait les derniers représentants de la génération des officiers, des militaires français qui avaient fait la guerre d'Algérie. J'ai vu partir cette génération qui n'a jamais eu le droit de dire ce qui s'était passé. Jamais. Je me suis dit, ma génération va partir aussi sans avoir le droit de dire ce qui s'est passé au Rwanda ou à Sarajevo. Mais c'est inacceptable. Je ne peux pas l'accepter. Je m'étrangle quand j'entends des gens en France expliquer que c'est défendre l'honneur des armées que d'interdire l'ouverture des archives. Non. L'honneur des armées, c'est de dire ce qui s'est passé en réalité et de demander des explications aux décideurs politiques qui ont joué ce rôle. Et mon troisième point, il est humain. J'ai essayé de vous raconter en quelques minutes, trop longues, 50 jours en opération, 25 ans d'interrogation et quelques fantômes. Je pense que c'est un sujet de mémoire, d'honorer dignement la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su protéger. Merci. Et donc Guillaume, moi je te remercie parce que bien sûr que tu reprends une part d'humanité qu'on t'a prise à toi aussi au Rwanda en te mettant dans un rôle qui était au-delà de ton humanité, mais que nous rendons aussi notre humanité à toutes les personnes qui sont plus là
pour raconter ce que on leur a fait subir. Voilà, donc c'était un grand moment, une grande soirée. C'est vraiment un grand privilège d'avoir pu t'accueillir ce soir au CCLJ, et c'est aussi, je dirais, une arme en plus pour nous, pour lutter contre le négationnisme du génocide des Tutsis au Rwanda. Et on a besoin d'armes pour lutter contre ces paroles-là.